L'objet de cette table ronde, c'était de regarder un peu mieux, plus en profondeur, de discuter sur cette pensée informatique. Alors juste avant, je vais vous faire un petit test. Je pense que vous connaissez qui ce machin-là. Ce machin-là, ce que vous voyez partout, c'est ce que les gens appellent une barre de recherche. Alors, ce qu'on va dire sur les barres de recherche, c'est comment on utilise une barre de recherche. C'est toujours une forme intéressante. En gros, les gens aiment bien aussi la notion d'accordance. C'est-à-dire, en gros, c'est une sorte de propriété perceptive des objets. Quand on voit cet objet-là, on devine ce qu'on peut faire avec. Les accordances avec les barres de recherche, quand vous regardez la forme de l'objet, elles sont quand même pas si évidentes que ça. Parce qu'on aimait bien, nous, c'est travailler depuis longtemps sur la différence entre ce qu'on appelle technocentré et anthropocentré. Il fallait toujours travailler sur l'humain et pas sur l'entrée technologique. Alors c'est très clair, c'est l'étudiant de l'humain qui a regardé ça sur un truc qui s'appelle Télescope, où on fait la recherche d'informations sur les émissions de télévision. Et elle voit une utilisatrice, et elle prend des condensés de Télescope et de la barre de recherche du Télescope. Elle dit, ah ben non, je trouve ça pas pratique, il ne semble pas fonctionner comme la tête. C'est typiquement ce qu'on appelle un truc anthropocentré, qui évite bien sûr les trucs technocentrés. Et après, il ajoute, non, je ne trouve pas pratique, il ne semble pas fonctionner comme la tête, mon fonctionnement est adapté à Google. Car je suis habitué à Google. Je suis donné l'impression des résultats du fait qu'Orthographe modifie les résultats. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ce qu'on va parler de pensée, c'est le fait que les formes de pensée sont fortement influencées par les technologies qui sont de plus en plus proches du corps. Et en gros, qui va finalement impressionner les choses de manière tout à fait importante. Voilà, c'est une forme invasique. Invasique, on n'est plus dans une position logique d'usage, logique de fonctionnement. On a une forme de représentation naïve qui s'est imposée. Et bien sûr, les questions qui restent, c'est le processus de construction de ces apparences. Alors, pour regarder la pensée informatique, juste un petit point simple, moi j'aime bien regarder sur Google, image, etc. Ça donne, quand vous tapez une requête, une espèce d'image globale, c'est une sorte de représentation sociale. Voilà ce qu'il y a là. Il faut le voir comme une image. Il ne faut pas regarder l'intérieur pour dire quelle image apparaît. Alors si on prend la première, la pensée, c'est ça. Vous avez Rodin quand même, un petit bout, mais la pensée, c'est d'abord ça. C'est plutôt sympa. Pensée informatique, oui, c'est quand même un peu bizarre, mais la pensée informatique est quand même plutôt avec il y a des dessins un peu de caricature. C'est intéressant, c'est vivant, et on voit Clasco. Et on voit effectivement apparaître Timu. On peut dire pensée computationnelle. Computationnelle, c'est la dominante de bleu. Bleu, c'est la couleur préférée des Français, des Européens, c'est très bien, c'est l'avenir. Et qu'on veut rassurer, il faut qu'il y ait une dominante de bleu. Computationnelle, voilà, c'est rassurant. Et quand vous regardez, vous ne voyez pas bien, mais il y a Margarita Romero qui est dominante. Il y a plusieurs de ces transparents qui sont présents. Les hasards de Google. Après, on peut dire pensée créative. La création, c'est le cerveau coloré. C'est ça qui apparaît. La lumière, voilà, l'étincelle, c'est toujours la même. Après, pensée logique. C'est un peu pareil, voilà, mais c'est assez blanc. Hein. Finalement, on n'est plus là. À vrai dire, ce qu'on a vu ce matin, pensée esthétique, là ça marche pas. La pensée esthétique, c'est voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'était juste un exemple et on va passer à cette table. Alors l'idée, c'est de le faire en deux temps. Dans un premier temps, c'est d'essayer de mieux comprendre finalement qu'est-ce que c'est une notion de pensée informatique dans une vision peut-être un peu historique. Après, dans une vision plus informatique et une vision plus épistémologique. Donc, je passe la parole d'abord à Béatrice Robert pour une vision plus historique. Merci. Donc, effectivement, la tâche est quand même un peu compliquée parce que Frédéric a déjà mentionné quelques synonymes. Enfin, ce qui pourrait passer pour des synonymes, reputationnels, classiques. Marie Maverse, ce matin, a défini la pensée informatique comme la pensée abstraite, systémique, logique, séquentielle, algorithmique, la résolution de problèmes et l'apprentissage par l'erreur. Donc autant dire que définir la notion de pensée informatique, c'est tout de même complexe. Historiquement, donc, ça a été dit pendant ces 2 jours, ça s'inscrit dans le mouvement de Tampert. Je ne reviendrai pas sur ces travaux, puisque bon, ça a été largement présenté. Il s'agissait donc de favoriser chez l'enfant le développement d'une culture scientifique que l'enfant
aurait été à même de produire, en tous les cas en grande partie par lui-même. Il s'agit d'enseigner aux enfants à penser, avec des objets pour penser avec, et effectivement avec ce droit à l'erreur, l'idée étant de privilégier un apprentissage procédural plutôt qu'un apprentissage basé sur des propositions qui seraient vraies ou fausses. Alors ça, en France, ça a eu un grand succès, je pense ailleurs aussi, mais là je me centrerai plutôt sur la démarche française qui, dans les années 70, 80, ça a été repris dans les travaux de Georges Baron, qui en a fait aussi l'historique hier en introduction, disait que voilà, cette pensée informatique avait été reprise notamment dans les programmes de la défunte option informatique en lycée. Dans les années 80, le programme était formulé en je suis allée voir comment c'était tourné. Donc il s'agissait d'un éveil aux phénomènes socio-culturels et technologiques que constitue l'informatique. Cet éveil était un éveil humain, social, technologique et logistique. C'est vrai que c'était le terme qu'on employait à l'époque, la pensée logistique. Et donc cette pensée logistique, c'est une expression qui nous surprenait un peu, enfin qui nous surprend un peu, et en fait, en creusant un peu, c'est à la fois s'appuyer sur le logiciel et la pensée algorithmique. Toujours dans les années 80, cette idée de pensée informatique a été reprise par Jacques Larsac, qui a été une figure de l'enseignement informatique en France. Et alors lui a rajouté des termes, puisqu'il qualifiait cette pensée d'algorithmique, mais aussi d'opérationnel et d'organisationnel. Donc en fait, voilà, on ne définit pas véritablement ce qu'est la pensée informatique, mais on rajoute en quelque sorte des adjectifs pour la qualifier. En tous les cas, l'idée commune à toutes ces personnes, c'était de considérer que l'informatique constituait un apport, notamment dans la résolution de problèmes et dans d'autres disciplines que l'informatique. Ce que Janine Rogalski considérait comme étant l'apport de l'informatique, c'était à la fois les outils théoriques, c'est-à-dire les concepts, mais aussi les techniques. Alors, bon, on l'a vu ce matin dans l'exposé de Marina, Mort Le Pen pendant quelques années, et puis 2006, l'article de Jeannette Wynne qui remet sur le devant de la scène cette idée de pensée informatique avec le succès qu'on connaît, le succès médiatique. Sauf que la définition n'est toujours pas vraiment, c'est une sorte de définition un peu extensive, comme les démarches précédentes, et du coup, cette idée de devoir préciser un peu les choses, elle le fait, elle et d'autres chercheurs aussi. Donc, dans un texte de 2014, elle insiste sur le processus de pensée dans la formulation du problème. Donc, ce qu'elle met en avant, elle, dans toutes les démarches qu'elle propose, c'est la formulation du problème et bien sûr l'expression de sa solution par un calculateur. Et elle précise que ce calculateur soit humain ou une machine. Et cette idée de formulation du problème, pour définir ce qu'est la pensée informatique, est reprise finalement dans un groupe d'études au niveau européen, où vous trouverez des textes sur Internet, notamment des textes de Bocchini en 2016, qui définit la pensée informatique comme c'est penser comme un informaticien. Et alors, qu'est-ce que signifie penser comme un informaticien? C'est la capacité d'utiliser les concepts de l'informatique pour formuler et résoudre des problèmes. Alors, il me semble que c'est pas tout à fait la même chose, mais peu importe. Donc, cette idée de formulation de problème, elle est aussi reprise dans le livre de Sage Habitude et Gilles Lowec, qui est paru l'année dernière, la vie des algorithmes, où, effectivement, les informaticiens pensent, et même les informaticiennes, je conseille les chapitres, puisque on voit qu'il y a aussi une pensée chez les informaticiennes. Et donc la pensée informatique, selon ces deux auteurs, qui sont très très influents dans l'enseignement de l'informatique en France, c'est plusieurs choses. C'est d'abord le recours aux technologies informatisées pour penser. Moi, ça c'est quelque chose qui me semble particulièrement intéressant à creuser. Ça veut dire par exemple être capable d'identifier que pour résoudre tel problème, je vais faire appel à un tableau. Être capable d'identifier la technologie que je vais utiliser pour résoudre le problème. Ça, c'est une toute petite partie de la démarche. Je pense qu'ensuite, il faut que je sois capable de formuler mon problème qui peut se présenter, par exemple, dans un cas scolaire, sous forme de texte, ou de cas. Il va falloir que je transforme ce texte en quelque chose de digérable par un tableur.
Et ça, c'est une vraie difficulté pour, en tout cas pour les étudiants de grand cours, même jusqu'au niveau Master 2, qui est un niveau Bac plus 5. Comment est-ce qu'on arrive à formuler ce problème pour qu'il soit traitable par la technologie que l'on a retenue? Donc là, il y a tous les travaux qui ont été faits sur l'IDATA, etc. Donc ça, c'est une forme de pensée informatique. Et donc les auteurs rajoutent aussi la formulation d'une démarche algorithmique pour répondre à des questions. C'est aussi la perception du monde comme échange d'informations entre acteurs. C'est la création de langage, ça a été dit aussi ce matin. Et puis, c'est la capacité à considérer plusieurs niveaux d'abstraction d'un même objet. Alors là, si vous voulez, ce que je viens de présenter, je commence à considérer qu'on essaye de cerner la pensée informatique par des définitions extensives. On nous dit, voilà, la pensée informatique, c'est ceci, etc. Il y a une autre démarche qui est mise en œuvre par un certain nombre de chercheurs, qui est de dire, bon, ok, tout le monde parle de pensée informatique, chacun parle de sa liste de ce que c'est, mais finalement, peut-être qu'on devrait essayer de rendre un peu plus opérationnelle cette notion, ne serait-ce que pour aider les enseignants à qui on dit, voilà, maintenant, il faut enseigner la pensée informatique. Et donc, notamment, je pense aux travaux de Cynthia Selby et de John Woodward, qui tentent de définir les concepts qui sont associés à la pensée informatique. Alors, comment est-ce qu'ils procèdent? Ils font une revue de littérature, je pense à un article de 2013 entre autres, mais il y en a d'autres, où ils essayent de repérer quels sont les concepts qui font consensus dans la littérature. Et donc en fait, on n'a pas tant que ça. Quand on regarde les travaux, il y a 3 concepts qui se retrouvent à peu près dans l'ensemble des travaux avec la même définition, parce que ça c'est aussi une des difficultés, c'est qu'on peut avoir le même concept, enfin non, le même nom de concept, mais que derrière les auteurs ils mettent des choses assez différentes. Donc, ils en retiennent 3, le processus de pensée, le concept d'abstraction et le concept de décomposition. Donc ça, c'est le noyau, selon eux, le noyau dur de la pensée informatique sur lesquels on a à peu près accord. Ensuite, ils en retiennent 3 autres, qui eux sont un peu moins robustes, parce que pas toujours cernés de la même manière et au contraire présents dans l'ensemble des travaux. Ils retiennent la pensée algorithmique, l'évaluation et la généralisation. C'est intéressant d'aller lire le papier pour voir ceux qui s'écartent. Par exemple, la pensée logique n'est pas retenue parce que, d'abord, là aussi, il y a tout un ensemble de termes qui sont accolés, la pensée mathématique, la pensée heuristique et d'autres. Et ça fait aussi référence à plusieurs autres sciences, les mathématiques, les sciences de l'ingénieur et autres. Et donc, finalement, essayer de définir la pensée informatique par quelque chose qui est soi-même assez flou, ça serait pas très, ça n'apporterait pas grand-chose dans la définition du concept qu'on essaye de cerner. Voilà, donc en fait, il y a un certain nombre de termes qui ne sont pas retenus par ces chercheurs parce que les interprétations sont trop ouvertes, empruntent à d'autres disciplines, et que ça n'aide pas au final à définir la pensée informatique. Voilà, donc c'est un peu caricatural, mais j'ai essayé de tracer un peu les termes du débat. Alors Jean-Philippe, les informaticiens pensent, c'est un premier postulat, et est-ce que c'est la pensée des informaticiens qui se transmet dans la pensée informatique? Voilà. Bon, moi je vous avoue d'entrée de jeu que je suis ici avec davantage de questions que de réponses à ce sujet de la pensée informatique. Je suis informaticien certes, de temps en temps je pense, mais c'est assez fatigant. C'est pour ça que je vais me faire le travail aux ordinateurs en fait. Il y a un gros postulat de ne pas devoir travailler soi-même, je pense, qui est aussi motivant. Bon, je suis assez nouveau dans le monde de la didactique, de l'informatique et de l'enseignement, même si j'enseigne la programmation depuis 8 ans. Puis peut-être qu'au terme de ce que j'aurais dit, vous pourrez facilement me classifier parmi les ingénieurs carrés qu'a mentionné Frédéric Drouillon ce matin. Alors, si vous êtes d'accord, moi je suis heureux d'endosser ce rôle dans l'heure qui suit. Donc, avant de faire connaissance avec ce milieu, je n'avais jamais particulièrement entendu parler de computational thinking, de pensée informatique, ou certainement pas de manière aussi extensive qu'on le fait maintenant. Donc, un premier petit constat que j'ai fait, c'est que la pensée informatique telle qu'on la décrit aujourd'hui, ce n'est pas un concept qui préoccupe les informaticiens, c'est plutôt un concept qui est lié à l'enseignement de l'informatique, à sa potentielle transversalité, au potentiel transfert que sa maîtrise ou sa connaissance impliquerait. Ensuite, pour toute communauté professionnelle, je pense que c'est à la fois une aubaine et un risque de voir se développer un intérêt massif pour ce qui constitue ces thématiques et ces problématiques propres. C'est une aubaine parce que c'est l'occasion de faire mieux connaître la discipline, puis il y a tout à coup plein de leviers à actionner. Il y a des leviers
politique, financier, collaboratif. On a tout à coup l'occasion de parler de ce qu'on aime, de notre passion, de notre moteur, de notre flamme intérieure, parce qu'on a parlé de passion aussi avec Frédéric Drouillon tout à l'heure, et ceci en ayant tout à coup une attention du grand public qui est différente de par le passé, où une telle passion exposée de manière un peu trop enthousiaste aurait plutôt tendance à vous faire inviter mercredi soir chez Pierre Brochon. Et d'un autre côté, un tel intérêt est aussi un risque parce que beaucoup de monde se met à parler de votre métier et des compétences, des aptitudes qui sont liées de manière plus ou moins informée, voire déformée. Alors bon, en entendant parler de pensée informatique de manière tellement répétée, je me suis dit, en tant qu'informaticien, Kesako, c'est nouveau ça, j'étais où toutes ces années? Qu'est-ce que j'ai loupé durant ma formation initiale? Donc je vous livre un peu en vrac mes errements, mes amalgames et mes a priori. Ouais, je n'ai pas l'expérience et le recul de Béatrice Dourdelan, je ne peux pas vous faire une revue de la littérature, mais je veux juste vous partager un court résumé d'une lecture structurante que j'ai faite sur le computational thinking. C'est donc un papier de Peter Denning qui a été publié il y a un peu moins d'une année dans les Communications of the ACM. Peter Denning, il a été président de l'ACM durant beaucoup d'années. L'ACM, c'est l'Association for Computing Machinery, c'est une des plus grandes associations professionnelles d'experts et d'éducateurs en informatique. Et puis le titre de son papier était « Remaining Trouble Spots with Computational Thinking ». Alors je vous mentionne juste 3 questions que Denning y pose. D'abord, il pose la question évidemment de savoir qu'est-ce que c'est que le computational thinking. Et puis il montre que, apparemment ça le froisse un tout petit peu, que beaucoup de gens ont tendance à considérer que ça a surgi en 2006 avec le papier de Janet Wing. Il parle des années 60, du virage des sciences computationnelles des années 70 et 80, je suis suisse, où la simulation informatique est vraiment devenue un troisième grand moyen de faire de la science aux côtés des approches théoriques, de l'approche théorique et de l'approche expérimentale. Donc il explique les auteurs qui ont fait remonter déjà ce concept-là à cette époque. Il explique aussi pourquoi c'est une erreur, à son avis, de déconnecter des savoir-faire computationnels d'un modèle d'exécution d'une machine et de chercher à les abstraire dans des sphères plus hautes comme certaines interprétations des textes de Wing. Deuxième question que Denning pose, c'est la question de comment mesurer les apprentissages en computational thinking, en pensée informatique. Il dit que la majorité des tests que les enseignants ont à disposition se concentrent essentiellement sur des savoirs, alors que le computational thinking parle beaucoup de savoir-faire et peu de savoir. Et puis en effet, c'est ça. Ça mentionne presque exclusivement des savoir-faire plutôt que des savoirs. Troisièmement, Denning conteste un petit peu le fait que le computational thinking soit clairement, absolument utile pour tout le monde. Denning est assez sceptique en ce qui concerne le transfert des compétences et argumente que la plus-value de cette maîtrise des compétences derrière le computational thinking n'est vraiment réelle que pour les gens qui doivent effectivement concevoir des calculs dans leur discipline. Des calculs automatiques, donc de la computation, qu'il appelle. Ce qui ne veut pas dire, attention, que le computational thinking ne serait pas pour tout le monde, mais juste que, de nouveau, il ne faut pas chercher à trop promettre. Pour paraphraser Pierre Dillembourg, je pense qu'on aura beaucoup fait, ne pas aller promettre le Taj Mahal à la ronde et créer des attentes irréalistes que nous, professionnels, auxquels on ne sera pas en mesure de répondre. Et puis, finalement, la comparaison qu'il fait dans cet article, et c'est ce que j'ai trouvé le plus illuminant, c'est qu'il compare ce qu'il appelle la pensée informatique traditionnelle, pré-Wing, avec la nouvelle pensée informatique de Wing, et il pose la différence d'approche fondamentale, dans le sens que, dans le contexte de la pensée informatique traditionnelle, c'est la pratique du design d'algorithmes et de la programmation et d'autres activités très informatiques qui engendrent le computational thinking, alors que dans le contexte de la nouvelle pensée informatique, on a l'impression que c'est l'apprentissage de certains concepts plus abstraits, plus généraux, qui aident à la résolution de beaucoup de problèmes, dont peut-être un cas parmi d'autres, un cas certes important, mais parmi d'autres, la programmation. Alors la direction de la causalité est inversée, c'est ce qui met en lumière, et puis on se retrouve de nouveau à observer une corrélation et à se demander dans quel sens va la causalité. Donc voilà ce que je pouvais dire. Si ça vous intéresse, lisez l'article de Denning, Remaining Trouble Spots with Computational Thinking.
qui représente le point de vue, lui, d'un informaticien d'expérience, et puis qui m'a en tout cas permis à moi d'y voir plus clair. Merci. Alors Yanis, un autre informaticien, mais peut-être avec un autre point de vue, plus épistémologique peut-être. Alors oui, je sais pas, on va voir. J'ai jeté quelques questions sur le papier, puis je vais essayer d'organiser ça. Alors, la pensée des informaticiens ou la pensée de la science informatique, certainement il y a dans tout ça la question de la résolution de problèmes. Ça c'est quelque chose qui revient assez souvent. La résolution de problèmes, c'est pas du tout spécifique à l'informatique. On retrouve ça dans pas mal de domaines. C'est en particulier assez important dans la culture ingénieure. Et dans la culture ingénieure, liée à cette question de la résolution de problèmes, il y a l'idée qu'on va utiliser des boîtes à outils. Et donc, qui dit boîte à outils, alors outils technologiques, mais aussi outils intellectuels, hein, pas que des outils technologiques. Hein. Donc, de mon point de vue, chercher à avoir une définition autre qu'extensive, c'est impossible. Hein, si je prends cette fois-ci plutôt le regard de l'histoire des sciences et des techniques, alors j'ai essayé de le montrer un petit peu ce matin. Hein. Il me semble que si on regarde l'histoire de l'informatique, on voit apparaître un certain nombre de concepts qui ne lui sont pas spécifiques. Hein, l'algorithme existe bien avant l'informatique. Le programme enregistré existe depuis bien avant l'informatique. L'arbitraire du signe existe depuis bien avant l'informatique. Là, c'est même millénaire. Donc, on va avoir un certain nombre d'outils intellectuels qui, à un moment, convergent, mais qui préexistent. On a des choix qui sont d'ailleurs pas que des choix de nature de l'outil, même intellectuel. Quand on regarde un certain nombre de créateurs de l'informatique, beaucoup disent, parfois très explicitement, leur intérêt, mais aussi parfois leur inspiration qui vient de la science-fiction. C'est-à-dire qu'on a un apport également de la littérature dans ces domaines-là. On a un certain nombre de grands ingénieurs qui maintenant ont fait leur fortune grâce à ça. Enfin, plusieurs l'ont signalé très explicitement. Enfin, bon, le plus fantasque, Elon Musk peut-être. On a clairement une référence aussi de ce côté-là. Donc pour moi, l'idée d'avoir une définition qui serait intensive de la pensée informatique ou de la pensée computationnelle, c'est une illusion totale. Je pense que c'est forcément un patchwork parce que l'histoire est forcément un patchwork. Donc on va avoir forcément des choix de prendre tel outil comme étant important et tel autre outil comme étant important pour tel autre type de public. Je pense qu'il faut qu'on sorte de l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose de général. Il me semble que la diversité des interventions qu'on a eues hier et aujourd'hui montre à mon sens clairement que on va avoir un certain nombre d'instanciations de la pensée informatique ou un certain nombre de versions, peut-être on ne s'entendra pas tous sur les choses, de la pensée informatique en fonction de à qui on s'adresse. Hein. Alors, je ne partage pas du tout l'idée de Denning qu'il faudrait forcément s'attacher à un modèle computationnel, à un modèle de calcul. Je crois qu'au contraire, un certain nombre de ces idées, même si elles naissent très ancrées dans une réalité de terrain et dans une histoire, il y a souvent quand même cette idée qu'on va pouvoir en abstraire quelque chose et en tirer des enseignements qu'on pourra transférer ailleurs. Et j'avais envie ce matin, mais bon, je n'ai pas eu le temps de vous citer un autre Peter Genley, qui est un des fondateurs, pendant longtemps il a été le président de l'association de l'informatique et de l'histoire. Je ne sais plus comment ça se... Association for History and Computing, il me semble que ça se formule comme ça en anglais, qui écrivait en 94 ou 96, si je me souviens bien, que finalement le principe d'organisation d'une base de données mériterait d'être enseigné à tout le monde et en particulier aux historiens, et il disait que ça apporterait a considerable service to their understanding of structured system of any kind. Donc l'idée que finalement ce qu'on a pu appeler pensée computationnelle, cette idée que réfléchir à la structure des choses, à la manière de constituer un référentiel pour expliquer les choses, c'est quelque chose qui transcende
la discipline informatique et qui finalement peut apporter un bénéfice dans d'autres disciplines scientifiques. Hein. Je discutais à table avec un de nos collègues qui parlait de simulation. La simulation, elle est dans la même veine. Hein. La simulation, c'est quelque chose qui certes s'appuie sur des outils informatiques, outils techniques, mais aussi outils intellectuels, hein, j'insiste là-dessus, de l'informatique. Ça, c'est extrêmement profitable aux autres disciplines scientifiques. Donc peut-être la seule chose que je voudrais dire dans cette intervention, c'est dire que pour moi, c'est important pour la pensée informatique de défendre son articulation avec les autres disciplines de l'esprit. Les disciplines au sens manière de penser. Tout à l'heure, on parlait des robots déviants. Je ne vois plus où est notre collègue. Voilà. J'ai été très frappé par le fait qu'il y ait réutilisation en grammaire du si alors. Ben ça, pour moi, c'est tout à fait essentiel. Montrer que on va pouvoir utiliser des choses qui, certes, accidentellement sont en informatique, mais qu'on va pouvoir les réutiliser dans d'autres domaines. En plus, bon, la grammaire a beaucoup de proximité avec l'informatique. Donc ça, c'est intéressant. C'est le genre de lien qui me semble utile à développer. On pourrait évoquer la question de la cybernétique. J'ai parlé du structuralisme ce matin, mais le structuralisme, c'est aussi bien en sciences fondamentales, hein, c'est Bourbaki en mathématiques, par exemple, qu'en anthropologie avec Claude Lévi-Strauss, plein d'autres. Et pourtant, c'est complètement au cœur de l'informatique. On évoquait la question de la correspondance type calcul, hein, correspondance de Curry-Howard. Ça, c'est quelque chose qui a un lien très très fort avec l'analyse dimensionnelle en physique, qui a un lien avec la combinatoire énumérative en mathématiques. Il y a avec l'apprentissage. J'ai essayé de montrer en 2 secondes que ça pouvait avoir un lien aussi avec l'apprentissage l'apprentissage élémentaire du calcul, mais pas pour les plus grands. Voilà. Les exemples que je viens de citer, pour moi, c'est aussi en lien avec le fait que quand on regarde un programme qui est quand même un des objets types qu'on rencontre en informatique, alors quand on est informaticien, on va penser souvent à la surface des choses, ce qui pour nous est le plus visible, mais qui est en réalité qu'une toute petite partie du programme, à savoir les instructions. Vous allez me dire, il exagère quand même. Hein. Quand j'enseigne la programmation, je rappelle à mes étudiants, j'ai parfois un petit peu de mal à leur faire comprendre ça, que dans un programme, il faut qu'il y ait au moins 50% de documentation du code. C'est le minimum que je leur demande. Quand j'ai 10%, je suis déjà content. Qui est au moins un minimum de 50% de documentation du code. Parce que le code, c'est pas que des instructions, c'est aussi dire la manière dont les choses se passent. Et quand on regarde le principe de la correspondance de Curry-Howard, l'essentiel du code, il est dans une documentation qui serait idéale. Quand on fait de la preuve de programme, on ne peut pas faire de la preuve de programme avec juste les instructions, ça n'a pas de sens. On ne le fait que sur le typage, la description formelle du code. Donc, certes, les instructions, en tout cas pour les langages impératifs, la documentation et j'ai beaucoup aimé une des interventions précédentes sur la dimension expressive ou artistique. Enfin, on a eu plusieurs cas là-dedans. Je pense que dans un code, il y a aussi ça et que ce serait dommage de passer ça aussi par-dessus bord. Voilà les éléments qui me semblent intéressants de mettre dans le pot de la pensée informatique. Merci beaucoup. Voilà, première ronde. Donc, on est ouvert tout à fait aux questions. Voilà, renoncer à une définition trop extensive de ce que peut être la pensée informatique ou computationnelle, avec différentes formes, variantes, comme ça a été dit. Oui, c'est à propos d'une de vos remarques. Quand quelqu'un affirme que enseigner les bases de données pourrait être utile pour les professeurs de géographie, est-ce qu'il développe son argument ou est-ce qu'il fait juste que l'affirmer ? Alors oui, alors c'est en histoire. Hein, il se trouve que je travaille sur aussi des projets d'histoire, et ce dont on se rend compte, c'est que on va trouver des historiens qui n'ont aucune conceptualisation de ce que peut être une base de données, qui vont faire des bases de données qui fonctionnent essentiellement comme fonctionnaient il y a quelques années des fichiers carton.
et avec pas beaucoup plus de fonctionnalités que ça, et il ne bénéficie aucunement de l'informatique. Voilà, il y a beaucoup de projets dans les années 90 qui soit ont échoué, soit ont périclité, soit ont été abandonnés parce qu'il n'y avait pas cette représentation qui permettait de faire quelque chose des données. Hein, on avait des bases de données mortes, si je puis dire, c'est-à-dire non traitables computationnellement. Voilà, donc c'est le genre de choses que développe Peter Denley. Il développe beaucoup d'autres choses. Hein. Si vous voulez, je crois que la référence doit être dans ma bibliographie, si vous voulez. Hein. Donc vous pourrez aller voir. C'est très compréhensible, même pour des gens qui ont guère de notions en histoire. Vous verrez, c'est très très clair. Le fameux historien sur la Méditerranée français utilisait bien ces bases de données avec des cartonnets, avec des épingles justement pour s'y retrouver. C'est une fonction des bases de données, c'est très important pour structurer. Et il a retrouvé des choses grâce à ça, effectivement, sans avoir toute la technologie informatique qui permettrait de faire plein de choses. Mais c'est une façon d'instrumenter la pensée qui est tout à fait importante, ça c'est clair. D'autres questions ? Moi j'avais une question concernant un petit peu le côté historique. Là, dans ce que j'entends, j'ai un petit peu l'impression que ce qu'on essaye de définir comme étant la pensée informatique est dû à la convergence d'une grande quantité de choses qui étaient préexistantes, comme on l'a entendu, qui peuvent venir de la logique, de la technique, du savoir, de la manière de coder. Et puis on essaie de définir un peu une sorte de noyau dur de ce que ça donne et ce que ça, qui a cristallisé tout ça avec derrière le moteur technique, c'est des révolutions au niveau technologique, surtout de rapidité de traitement qui sont juste phénoménales. Ma question c'est, est-ce qu'il y a une durabilité à la définition de la pensée informatique? Est-ce qu'il faut s'attendre à une révolution permanente et puis on sera toujours à courir derrière, ou bien on peut commencer à se dire il y a quelque chose qui cristallise là, on n'a pas encore réussi à mettre vraiment toutes les définitions, le doigt sur ce que veut dire exactement tout. Est-ce que ça, en gros, voilà, est-ce qu'on arrive à quelque chose qui se cristallise, qui commence à devenir un peu plus consistant, ou est-ce qu'on est bon pour refaire une discussion d'ici quelques années parce qu'il y aura eu la vague d'après? Je dirais que tout dépend de la strate à laquelle on se place. Peut-être que si c'est au niveau de la cognition, ma foi, les processus, alors, je ne dirais pas qu'ils se cristallisent, mais on retrouvera à peu près les mêmes. Après, c'est vrai que entre l'approche des années 80 et celle d'aujourd'hui, les activités humaines impliquées par les objets connectés, etc., foisonnent. Enfin voilà, on n'est pas tout à fait ni dans la même société, ni dans le même environnement. Et ce qui fait que les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Le nombre de personnes concernées, l'apprentissage, etc., ont évolué. Donc je pense que la pensée en termes encore que on pourrait dire que évidemment les outils, les instruments qu'on utilise modifient aussi notre façon de penser. Donc je ne suis pas bien sûre de... Je ne sais pas, on peut se donner rendez-vous dans 20 ans et puis on verra. Peut-être on fait une rafale de questions avant de passer, voilà. Et on prend plusieurs questions à la suite. Allez. Oui, je commençais par parler de l'expérience qu'on a faite à l'EPFL il y a 6 ou 7 ans en arrière. On avait aussi le terme pensée informatique ou pensée computationnelle en tête, et on cherchait à définir un cours pour tous les ingénieurs de première année à l'EPFL, donc pas uniquement les informaticiens, mais toutes les sections d'ingénieurs. Et à un moment donné, personne responsable de ce projet a changé, et moi j'ai repris la responsabilité de ce groupe de travail, et on a mis le terme de côté. On ne sait pas définir ce que c'est la pensée computationnelle, ça fait rien. Notre objectif, c'est de définir un curriculum pour des étudiants de première année, section d'ingénieurs. On a travaillé, on était entre 6 et 10 enseignants. On a défini 12 chapitres qui ont constitué les différents thèmes abordés dans cet enseignement. L'enseignement a été donné par plusieurs collègues. Ça a très bien fonctionné, mais à la fin de cet enseignement, je ne sais toujours pas, ou je ne suis toujours pas capable, en 100 mots, de définir ce que c'est la pensée computationnelle, la pensée informatique ou la pensée algorithmique. D'où ma question, est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'il ne faudrait pas dire, bon, on sait peut-être tous ce que c'est la pensée computationnelle, est-ce qu'il faut absolument essayer de la définir en 100 mots? Est-ce que ça apporte quelque chose?
Autre question, comme ça on fait le... Bien sûr. Voilà, on fait l'autre question parce que comme ça on répondra globalement, on passera à la deuxième partie. Oui, je vais essayer, mon français, c'est... je suis fatiguée maintenant. Mais une chose qu'il est très important à noter la différence, c'est que la définition, quand Seymour Papert, il n'utilisait pas la parole computational thinking, mais il parlait, c'est la première personne à parler de computational thinking. Pour lui, c'était très important que le résultat, c'était la création, l'expression d'un projet. Même le premier logo en 1960, vous pouvez déjà exprimer des idées avec le son et la peinture. Le premier logo. Mais maintenant, quand Janet Wing a repris la parole de computational thinking, c'est que la résolution de problèmes. Alors ça, c'est une très grande différence, je veux dire, avec la première vague de computational thinking, qui c'était la résolution de problèmes pour arriver à l'expression et un projet. Mais c'est très différent de computational thinking qui s'arrête à la résolution d'un problème. C'est complètement différent. Et maintenant, la question. Et aux États-Unis, maintenant, il y a un très grand mouvement de détacher les computational thinking from le codage. Alors, il y a un mouvement d'enseigner computational thinking, mais pas codage. Et moi, je pense que on ne peut pas faire ça, mais c'est comme détacher le thinking, textual thinking, si on ne sait pas comment lire et écrire. Alors, je voulais... Mais aux États-Unis, they don't agree with me. Okay. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que c'est votre opinion. Ouais. On finit le tour. Bon, moi j'ai à peu près le même point de vue que juste tout à l'heure. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais en fait, quand j'y réfléchis, je me dis, bon, la première chose, c'est que je pense que tout le monde fait une partie de ça. Qu'on fasse des mathématiques, que vous analysez un tableau du français, que vous faites des maths, n'importe quelle branche, à un moment donné, analyse, décompose, essaie de comprendre comment c'est constitué, quels sont les éléments principaux et comment est-ce qu'on arrive à les mettre en place. Après, quand on fait de l'informatique, il y a un niveau de granulométrie qui change. Et c'est à ce niveau-là que les choses changent entre peut-être la pensée informatique et les autres. Au niveau de la pensée informatique, il faut aller dans le détail jusqu'à pouvoir faire marcher des capteurs ensemble, de pouvoir mesurer des choses et de pouvoir les calculer. Ça sous-entend un niveau de compréhension et un niveau d'analyse détaillée, de décomposition qui est extrêmement élevé. Et même vous, les informaticiens qui êtes des spécialistes, vous n'allez peut-être pas jusqu'au niveau tout en bas, du genre l'assembleur, mais que vous vous arrêtez à des niveaux où il y a des applications. Si vous amusez à faire des applications pour les iPads, puis que vous voulez faire la localisation, c'est une ligne. Et vous ne savez pas du tout ce que fait le sous-programme qui est derrière cette ligne. On sait que ça prend la position, mais quel capteur, comment, dans quelle direction, où, comment c'est fait, quel algorithme est utilisé. Tout ça, on ne connaît pas. Et on n'a même pas le droit de le connaître, parce que Apple vous bloque tout ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est ces niveaux de granulométrie qui sont importants. Et c'est ces niveaux-là à laquelle on travaille. Et la question qu'il faut qu'on se pose, c'est jusqu'à quel niveau on doit descendre pour Monsieur Tout-le-Monde. Où Monsieur Tout-le-Monde va s'arrêter dans cette granulométrie. Est-ce qu'on va dans le grand détail? Est-ce qu'on s'arrête avant? Jusqu'où on s'arrête? Alors, je pense que la réponse à cette question-là, c'est jusqu'à quel moment ça peut être utile de connaître des informations détaillées d'informatique pour la vie de tous les jours, pour l'éducation aux médias, pour la compréhension, pour les risques et dangers. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on s'arrête. Et si on fait un référentiel, c'est autour de ça. Donc c'était ça ma remarque, et j'aimerais bien avoir votre avis sur cette idée-là. On finit le tour. Oui, alors dans cette quête, qui est peut-être illusoire, si je comprends bien, des termes de la pensée des informaticiens pour commencer, parce que je ne parle que de là, il y a deux termes que je voulais vous soumettre pour avoir votre avis dessus, qui me semblent assez centraux. Une notion d'abord, alors des termes qui ne sont pas réservés au domaine de l'informatique, mais partagés avec d'autres domaines. Une notion d'abord, la notion de relation, qui me semble quand même sous-tendre non seulement les bases de données, mais la logique, et dont on n'a finalement pas l'occasion de parler dans la pensée informatique. Et en termes de compétences, la compétence à modéliser, qui est centrale dans les compétences de l'école, dans tous les référentiels, et qu'on ne voit pas apparaître bizarrement dans les compétences de la pensée informatique. Voilà, donc relation et modéliser, deux propositions. Les deux dernières, oui. Je peux y aller Ah oui, vas-y. Donc voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que ça me fait vraiment peur cette histoire de pensée informatique. Je crois qu'il y a tellement de confusion autour du terme
Et je l'avais déjà mentionné pendant votre intervention tantôt, mais moi je m'adresse parfois aux politiques, et donc si on sait déjà pas de quoi on parle, ça... Bon, et alors, j'ai l'impression que quand on en parle souvent, on essaie d'en parler justement pour parler du transfert, et la plupart des spécialistes en sciences de l'éducation nous disent qu'il n'y a pas de transfert. Comme vous disiez tantôt, il ne faut pas parler de cas général, quoi. C'est que des cas particuliers, avec le si-sinon en grammaire, si on veut, on peut l'illustrer. Et donc, j'ai peur qu'on devienne un peu la risée des sciences de l'éducation si on commence à faire des trucs comme... Enfin, il y a eu d'autres concepts comme ça qui ont eu leur succès et qui n'étaient pas prouvés comme... J'avais dit que je ne le citais pas, mais les learning styles, par exemple, quoi. Et donc, bon, moi, mon avis, c'est que c'est une façon de penser comme la démarche d'investigation, comme le par projet, c'est une façon de... Bon, voilà, ça c'est mon avis, mais peu importe. Mais ma conclusion, c'est que, bon, n'en parlons pas, quoi. Limitons-nous à... Mais non, mais quand on en parle avec les autres, si on a envie de faire de la masturbation mentale pour avoir une définition, ok, entre nous, c'est sympa, mais n'en parlons pas vers l'extérieur. Parlons juste de pourquoi c'est important de comprendre comment le système fonctionne pour mieux pouvoir l'utiliser. Illustrons peut-être les liens qu'il y a avec les disciplines dans les cas particuliers où c'est nécessaire. Mais tant qu'on n'a pas une réponse claire sur les transferts et ce qu'on veut en dire, ben, n'en parlons pas, quoi. Bon, peut-être on peut tenter de répondre. Alors, si je veux résumer, voilà, la question, c'est bien la modélisation du transfert de relations granulaires en vue d'un projet, et vous avez moins de 100 mots. La réponse est 42. Oui. Alors, qui c'est qui veut essayer? Vas-y, si tu veux, je t'en prie. Jean-Philippe? Ouais. En tant que programmeur, on apprécie l'élégance d'un algorithme, d'un programme ou d'un langage de programmation. Puis l'élégance d'un langage de programmation, ça peut être le peu de mots-clés qu'il utilise pour avoir une expressivité maximale, par exemple. Dans ce sens-ci, j'abonde dans le sens de la dernière intervention. Arrêtons de parler de pensée informatique, parlons d'informatique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette couche de nomenclature supplémentaire qui nous fait être ici tous les trois alors qu'on a envie d'aller faire la visite du musée Bollot? Non, mais est-ce qu'on a envie d'insister sur le fait que l'algorithme, c'est pas la programmation? Ça me semble quelque chose d'important, et ça semble souvent un des prochains combats à mener auprès de nos amis, de nos proches et parfois de nos collègues. Après avoir fait comprendre que l'informatique, c'était pas de la bureautique, on leur dit l'informatique, c'est pas que de la programmation. Il y a plus que simplement la programmation derrière. Il y a des stratégies de résolution, etc. Mais est-ce qu'on a besoin d'élever ça de manière plus abstraite ou plus générale dans une pensée informatique qui promet ou qui évoque ou qui suscite des attentes au niveau du transfert ou autre? Je suis d'accord avec votre intervention que non. Béatrice? Yanis? Comme tu préfères, Béatrice, si tu veux. Oui, enfin, je pense que la question de la définition de la pensée informatique, je suis d'accord, c'est peut-être pas une question essentielle en fait, mais Yanis l'évoquait ce matin, peut-être qu'on devrait plutôt réfléchir à quels sont nos objectifs d'apprentissage. Parce que par exemple, j'ai lu avec intérêt le programme scolaire de Grande-Bretagne où la pensée informatique est en introduction. C'est-à-dire on nous dit, voilà, j'ai dû relever l'expression, une introduction, j'ai plus la phrase sous les yeux, mais l'idée c'est, voilà, il faut enseigner la pensée informatique parce que ça permettra de comprendre le monde. Et quand on lit ensuite ce qui est derrière, on se dit, mais c'est les concepts de l'informatique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à la charge de l'enseignant d'essayer de comprendre ce que ça peut être la pensée informatique et de faire le lien entre les items du programme et cette pensée informatique. Donc c'est quand même un petit peu compliqué, me semble-t-il, parce que déjà, effectivement, il n'y a pas véritablement consensus sur ce que ça pourrait être, que cet objet-là, et quelle est la nécessité de passer par un niveau, comme le disait Jean-Philippe, méta, dont on ne sait pas trop quoi faire, en fait. Donc peut-être c'est une façon c'est comme si, en disant, voilà, il faut enseigner la pensée informatique, c'est comme si on mettait sous le tapis, enfin, on ne creuse pas plus. Qu'est-ce que c'est que l'informatique scolaire, pour reprendre une expression d'Éric Boyard? Finalement, c'est quoi? Mais ça en lien aussi, je pense, avec quel est le niveau de détail. Tout à l'heure, quelqu'un disait quel est le niveau de détail où il faut aller pour être capable d'utiliser dans sa vie quotidienne les objets connectés, etc. Pour moi, j'ai l'impression que ça fait partie du même questionnement, qui est de dire, mais qu'est-ce que ce serait cette informatique scolaire? Est-ce que c'est une miniature de l'informatique enseignée en licence? Est-ce que c'est autre chose? Et est-ce qu'on répond vraiment à la question en disant il faut enseigner la pensée informatique? Moi, je pense que non, on ne répond pas plus à la question.
Alors moi, comme j'aime pas les chemins droits, je vais prendre un chemin de traverse et je vais commencer par la première diapositive d'Éric qui nous montrait une case de recherche. Il se trouve qu'un de mes étudiants a bossé pour un réseau social professionnel et cette barre de recherche, qui nous paraît tout à fait facile d'emploi, eh bien, ils ont bossé à 7 pendant 1 mois à plein temps pour l'améliorer un tout petit peu. Donc ce qu'on appelle des UX designers, donc des concepteurs d'expérience utilisateur. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas... alors bon, je vais revenir peut-être un petit peu dans le chemin parce que sinon je sens que je vais m'y perdre. Pour revenir à une des questions qui a été posée, savoir si dans quelques années on se retrouvait pour définir ce qu'est la pensée informatique, une des réponses, peut-être on peut la trouver dans l'histoire des sciences, l'histoire des autres disciplines aussi. Alors il y a eu beaucoup de formalisation de l'histoire des sciences, je pense en particulier à 2 auteurs, alors il y en a un que vous connaissez certainement, Thomas Kuhn, sur la structure des disciplines scientifiques. Alors peut-être un autre que vous connaissez moins ou peut-être que vous connaissez dans la pédagogie des mathématiques, Imre Lakatos. Donc Imre Lakatos nous dit que les disciplines scientifiques, elles ont tendance à se structurer sous la forme de matrices disciplinaires, c'est son terme. Ces matrices disciplinaires, elles ont 2 composantes principales. Elles ont l'heuristique négative, ce à quoi on décide par un consensus collectif de ne pas toucher. Et donc là, on va mettre un certain nombre d'outils intellectuels, de définitions, de théories, de théorèmes. C'est des heuristiques négatives au sens où on ne va pas aller y toucher, on les considère comme acquis. Ça, c'est la science acquise. Et on a la science qui se développe, ça c'est ce qu'il appelle l'heuristique positive. C'est dans quelle direction la chose va se développer. On a aujourd'hui une science qui est vivante, donc dans 10 ans ou même dans 5 ans, ses contours auront changé parce que, alors ça, il n'y a pas que Lakatos qui le montre, mais tout ça est en négociation constante. L'heuristique négatif bouge peu, mais l'heuristique positif fait que le corpus théorique de la discipline est en mouvement perpétuel. Donc la pensée informatique, il n'y a pas de raison qu'elle échappe à ce qui se passe à tout le reste des autres disciplines, elle est mouvante et donc il y a beaucoup d'éléments qui nous paraissent importants à certains moments, moins à d'autres et qui vont changer dans leur poids relatif. Dans la préparation à la table ronde, on pensait faire une deuxième partie qui était implication pour la formation. Donc peut-être tu es en train de faire le lien. Alors peut-être ce que je dirais, je vais employer une métaphore, on peut faire de la musique sans faire de solfège, c'est possible, mais on ne peut pas faire de musique sans jouer d'un instrument de musique. J'ai connu beaucoup de musiciens, je n'ai connu qu'un seul musicien qui était capable de faire de la composition pour orchestre avec 15 instruments simultanément sans jouer. C'est extrêmement rare. Et il était le seul de son cours de composition et voilà. Et les profs n'en avaient pas vu d'autres depuis quelques années. Donc, pour moi, c'est la même chose en informatique. On peut faire de l'informatique de plein de manières différentes, mais s'il y a quand même un objet qui est fondamental au cœur de tout ça, c'est quand même quelque chose qui ressemblerait d'une manière ou d'une autre à un programme. Et même si effectivement on peut ne pas apprendre les langages, on peut, l'équivalent du solfège, on peut ne pas apprendre ci ou ça, en pratique à un moment ou à un autre, je crois qu'on ne peut pas éviter d'avoir à se coller quand même à une forme ou une autre de programmation. Je considère comme programmation aussi Scratch Junior ou la programmation sur Kibo. Pour moi, c'est vraiment de la programmation. Pas forcément de l'algorithmique, en revanche. Pour moi, je ne lis pas là-dedans de l'algorithme. En revanche, il y a clairement du programme. Ça répond à la question de Marina. Jean-Philippe, sur ce sujet. Yanis a parlé des mathématiques aussi. Je pense que la comparaison avec les mathématiques est opportune. Et peut-être, je prends un petit peu la balle au vol. Est-ce que la maîtrise des mathématiques est un but en soi? Est-ce que les mathématiques fournissent des outils au service d'autres disciplines? Est-ce que les mathématiques fournissent une discipline de réflexion propre?
Il me semble que le parallèle est assez clair avec l'informatique. L'informatique, la pratique de l'informatique, de la programmation, algorithmique peut-être, fournit aussi des outils non seulement formels, mais très concrets, et la structuration de l'esprit pour la résolution de ces problèmes-ci. Est-ce qu'on a déjà vu des cours de pensée mathématique? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi pas? Est-ce qu'on a eu raison de le faire ou de, en l'occurrence, pas le faire? Et puis, quelle différence on aurait pour vouloir introduire des cours de pensée informatique qui seraient déconnectés de l'informatique et de la programmation? À mon avis, ce serait un non-sens de à tout prix vouloir adjoindre cette couche supplémentaire ici. Est-ce qu'on peut parler de pensée scientifique en ne mentionnant jamais de la physique, de la biologie ou de la chimie? C'est difficile de parler de ces concepts qui sont devenus trop abstraits parce que déconnectés du champ scientifique duquel ils sont issus et où ils sont finalement ancrés, où ils trouvent leur concrétisation la plus tangible et la plus facilement expérimentable quelque part. Donc voilà, si le terme pensée informatique sert à faire moins peur d'une façon ou d'une autre, parce qu'on a l'impression qu'on ne fait pas de l'informatique, on fait de la proto-informatique, on s'attaque aux prémices au plus jeune âge. D'accord, parlons de pensée informatique, tout ce qui est bon à apprendre pour démocratiser, tout en étant sûr qu'on s'attaque au vrai concept de l'informatique et pas à des choses qui en divergent trop, est bon à prendre. Mais personnellement, j'aime bien l'approche qui est prise dans le concours Castor, par exemple, ou même dans les exercices qui s'adressent aux plus jeunes enfants. Il y a un paragraphe explicatif qui dit « c'est de l'informatique parce que ceci, cela », et non pas « c'est de la pensée informatique, c'est de la résolution de problèmes, ceci ». Donc, voilà, je pense que, en résumé, restons ancrés dans l'informatique, utilisons la pensée informatique pour introduire la transdisciplinarité qui émane de l'informatique, parce que c'est important aussi, je trouve, de pas faire le péché d'orgueil, de partir du principe que l'informatique pour l'informatique, c'est suffisant. L'informatique est un outil formidable qu'il faut pouvoir mettre à disposition des autres sciences et des autres activités potentiellement non scientifiques aussi de la vie de tous les jours. Mais quand même, en partant de l'informatique, c'est plus difficile d'être convaincant, à mon avis, en partant d'un problème a priori déconnecté et en disant « Ah, mais tu sais, ce que tu fais là, en fait, c'est le optimal stopping ». À quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'informatique, ou bien de dire à un parent « Ah mais oui, mais tes activités parascolaires, là, tu es en train de faire du scheduling et du traveling salesman, parce que, alors, regarde, je te montre comment tu pourrais... » Non, à mon avis, ça ne va pas prendre et on va nulle part. Par contre, après avoir étudié ces concepts informatiques, les transposer dans la vie de tous les jours ou dans d'autres disciplines me semble plus porteur. Béatrice ? Oui. Peut-être un programme de recherche, en fait, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se revendiquent de la pensée informatique et de son étude. Et un des débats, enfin une des discussions, c'est justement la place de la programmation, c'est l'influence mutuelle qu'il y aurait entre cette pensée informatique et la programmation. Donc il y a des positions assez contrastées entre certains qui disent voilà, il n'est pas nécessaire d'avoir une activité de programmation pour acquérir une pensée informatique. Et là, on peut penser que le mouvement d'informatique sans ordinateur, le Unplug, s'inscrit un peu dans ce mouvement-là, sachant que ce n'est pas des extrémistes non plus, et qu'avec des activités sans ordinateur, on va aussi mêler des activités avec ordinateur, comme il a été présenté tout à l'heure. Et puis, pour d'autres qui ont une position beaucoup plus tranchée, qui disent « Mais non, de toute façon, la programmation, c'est une étape incontournable, et il n'y a que comme ça qu'on va apprendre les concepts fondamentaux de l'informatique qui permettent ensuite de développer cette pensée. » Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les travaux de recherche, par exemple, un article qui est très souvent cité, vous avez un poster là dans le couloir qui le mentionne, les travaux de Brennan et Resnick, qui montrent comment, dans une activité de programmation avec Scratch Junior, je crois, Scratch, comment les enfants qui développent en Scratch développent ces compétences de pensée informatique. Sauf que quand on fait une étude de la littérature, souvent ce sont des études, évidemment contextualisées, localisées, pas facilement reproductibles, et donc on n'arrive pas avec toutes les difficultés que vous avez citées, il faudrait quelque chose de longitudinal, etc. Donc il y a plein de problèmes méthodologiques qui font qu'on n'arrive pas vraiment à avoir des résultats qui pourraient corroborer ce lien entre programmation, pensée informatique, ou l'inverse d'ailleurs, peu importe.
Mais bon, ce que je retiens de la conclusion, enfin de la discussion, c'est est-ce que c'est utile puisqu'on ne sait pas ce que c'est que la pensée informatique. Donc, bon. Ouais, on peut peut-être juste prendre 2-3 questions encore, oui. On va aller. 2-3, pas plus. Hein. Ouais. J'ai pensé aussi l'histoire de la pensée mathématique, parce que pourquoi pas. Et la question que je me posais, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à apprendre à calculer, faire des sommes de nombres ou des divisions, alors qu'il y a des machines et que plus personne ne les utilise. Paradoxalement, ce sont des algorithmes quand même. Juste, moi, effectivement, l'accord sur la signification des mots est toujours historiquement situé. J'ai l'impression que définir pensée informatique, ça a été un besoin historique pour qualifier ce qu'on faisait et qui n'était pas répertorié jusqu'alors. Il y a d'autres secteurs, en seul, on ne va pas de pensée mathématique, ça veut tellement de soi. Il y a d'autres secteurs, par exemple, on parle de pensée clinique, il n'y a pas de. Tout le monde sait ce que c'est, donc il me semble qu'on est devant un lien, devant un peu, c'est comme un polyèdre, il y a plusieurs faces, on ne pas tous en même temps. Et je trouve que c'est intéressant pour nous discuter. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de solution de sécurité. Alors, ouais. Alors juste pour peut-être d'ailleurs ça va aider à clore, c'est un peu une conclusion, j'en sais rien, on va voir. C'est que en fait le sujet c'était la pensée informatique et au-delà. Ouais. Et précisément moi qui suis quand même très immergé dans cette soi-disant pensée, c'est l'au-delà qui m'intéresse parce que ça m'a amené à m'interroger sur le rapport entre la pensée et le langage, beaucoup plus largement et de façon assez philosophique finalement. Et je me suis rendu compte, c'est-à-dire j'ai ressenti, hein, c'est pas seulement de l'intellectuel, que le premier langage de programmation, c'était ma langue naturelle. Et que dans le fond, je vis dans un monde que j'ai programmé, ou qu'on a programmé socialement, parce que c'est le monde qu'on est capable de dire. Et c'est celui-là qu'on est aussi capable de percevoir. Donc voilà, donc la pensée, du coup, je me dis que c'est quelque chose qui circule et qui traverse des langages. C'est-à-dire qu'elle laisse une trace dans les langages. Vous prenez un texte dans n'importe quel langage, que ce soit un langage mathématique, n'importe quoi, il ne pense pas le texte. Hein, c'est la trace d'une pensée, en fait, que nous restitue ce texte. Ce qui veut dire que cette circulation de la pensée à travers des langages, en fait, elle pose finalement tout le temps la question de l'intelligibilité, d'où les questions de lecture, d'écriture. Alors, plutôt que de parler de pensée informatique, moi, je transforme un peu le terme en disant qu'en fait, il s'agit de l'expérience informatique pour la pensée. C'est-à-dire, on vit une expérience particulière en tant qu'être pensant à travers l'informatique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette expérience est dynamisante. Voilà. Et donc, Oui, notre objectif en tant qu'éducateur, c'est sur la pensée, faire éclore une fleur. La pensée. Voilà, merci à vous. Alors, je pense qu'on peut remercier nos intervenants et les féliciter.